Bonjour à tous, donc bienvenue pour ce webinaire en ligne avec Bernard-Marie Chiquet. Donc Bernard-Marie Chiquet, tu es un chercheur et dirigeant, un ancien dirigeant de grandes entreprises également, et donc chercheur en nouveaux modes de gouvernance. Tu as fondé l'Institut AGI en 2008. Est-ce que tu souhaiterais te présenter un petit peu plus et nous dire bonjour? Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis un praticien chercheur ou un chercheur praticien sur effectivement de nouveaux modes de gouvernance pour le bénéfice tant des entreprises que des personnes qui y travaillent. Voilà. Superbe. Donc Bernard-Marie va nous présenter une holacratie en 45 minutes et puis s'en suivra donc une période de questions-réponses. Voilà. Donc sur ce, vous pourrez poser donc naturellement toutes vos questions en même temps. Et donc sur ce, Bernard-Marie, je vais te passer la main. Oui, tout à fait. Donc, je vais démarrer. Je pense que je vais faire plus court que 45 minutes. J'ai fait un peu évoluer ma présentation et donc pour vous parler effectivement d'holacratie, qui est une forme, on peut dire la plus aboutie en termes de ce que l'on appelle management et self-management constitutionnel. Et donc, plutôt que d'en parler de manière théorique, j'ai pris le parti d'en parler de manière très, très concrète. Et tout de suite, pour commencer, de vous présenter, de partir donc de cas concrets, juste toc. Et tout de suite commencer par parler de Sarah et puis de Julien. On va commencer par Sarah pour introduire la notion de responsabilité, parce que je me rends compte quand je discute à droite et à gauche dans les entreprises ou dans les conférences que lorsque j'utilise le mot responsabilité, plein de gens ne mettent pas nécessairement, qui m'entendent, ne mettent pas nécessairement le même contenu. Donc, je vais vous définir ce que moi j'entends la responsabilité par responsabilité. Donc, Sarah, c'est l'histoire d'une femme qui travaille dans des rôles marketing dans une entreprise et en particulier qui rédige et qui publie la newsletter dans une entreprise pour laquelle cette activité de publication de la newsletter est vraiment très, très importante puisqu'il y a plusieurs milliers de clients, je crois que c'est 15 000 clients, alimentés par un marketing dit basé sur des entrants. Bon, enfin, pas rentrer dans un terme technique, enfin bref. Cette entreprise, qui est une entreprise donc, dans le domaine de l'IT, met en place l'holacratie, décide d'adopter l'holacratie. Dans les étapes préparatoires à cette adoption de l'holacratie, nous faisons ce qu'on appelle la préparation au lancement, ou dans notre jargon, on parle d'encodage, c'est-à-dire de rendre compte sous forme de rôle, on va en parler un peu plus tard, des activités qui sont faites dans cette entreprise. Et pour ce faire, on va rencontrer les uns et les autres et on rencontre Sarah. Et quand on discute avec Sarah, on se rend compte qu'effectivement, elle a plusieurs rôles. Un de ses rôles, ça va être évidemment c'est de rédiger des newsletters et de les publier. Et lorsqu'on s'intéresse au processus qu'elle respecte pour publier ces newsletters, nous apprenons qu'elle avant de publier la newsletter, elle transmet la newsletter à son rédacteur en chef. On va donc voir le rédacteur en chef qui se trouvait en l'occurrence le patron d'entreprise et on lui dit donc qu'est-ce que tu fais quand tu reçois cette newsletter? Et il nous répond je la lis et je la modifie. J'essaie d'apporter plus de valeur à cette newsletter. Et je sens bien quand il le fait que peut-être en fait il le fait par habitude. Et je me permets de lui poser la question, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire que tu lises cette newsletter et que tu la modifies? Et il réfléchit 2 minutes, il me dit non, pas du tout. En fait, je pourrais très bien en passer. Et Sarah a tout à fait les compétences et l'expérience pour pouvoir établir ces newsletters. Et donc, on décide à ce moment-là, donc on avait un angle mort et on décide à ce moment-là de ne pas encoder ou rendre compte de ce rôle rédacteur en chef, de supprimer ce rôle rédacteur en chef, ce qui fait qu'à partir de maintenant, Sarah a toute l'attitude pour non seulement écrire cette newsletter et la publier. Et 3 mois plus tard, donc entre-temps, le lancement s'est effectué de l'holacratie. Et 3 mois plus tard, je vais voir Sarah, puis je dis en rigolant, mais Sarah, pour toi, rien n'a changé, puisque tu rédigeais des newsletters, mets en place l'holacratie et tu continues de rédiger des newsletters. Elle me dit, attends, pas du tout, détrompe-toi, Bernard-Marie. En fait, tout a changé parce qu'avant, lorsque je rédigeais ma newsletter, je savais que mon rédacteur en chef allait modifier cette newsletter. Et donc, du coup, j'y mettais pas toutes mes tripes, j'y mettais pas toute mon énergie. Et même, j'avais du mal à me motiver, sachant que mon travail allait être modifié par le rédacteur en chef. Maintenant, c'est clair que j'ai vraiment la responsabilité. Je suis vraiment responsable. Avant, je croyais que j'étais responsable, mais je ne l'étais pas. Maintenant, je suis vraiment responsable parce qu'une fois que j'ai rédigé cette newsletter, c'est celle-là et pas une autre qui va partir. Et je suis la première à savoir, ajoute-t-elle, que je fais des fautes d'orthographe.
Et lorsque je fais ces fautes d'orthographe, comme je sais depuis le CP que je fais des fautes d'orthographe, qu'est-ce que je fais? Je demande à 2-3 bonnes copines que j'ai identifiées comme étant très bonnes en orthographe, évidemment, de me corriger ma newsletter avant de l'envoyer. Donc voilà ce qu'on appelle responsabilité. Et tant que cette entreprise n'avait pas mis en place Holacracy, on aurait pu dire à tort que Sarah était responsable newsletter. En réalité, elle ne l'était pas puisqu'elle se faisait valider. Donc, à chaque fois dans votre entreprise, il y a encore quelque chose de l'ordre de la validation, de l'approbation, on fait passer à une figure d'autorité. Sans plus de clarté que ça, dites-vous bien que probablement, pas dans tous les cas, mais dans la plupart des cas, vous avez encore des leviers pour arriver à ce que moi j'appelle la responsabilité et la responsabilisation. Voilà. Et la deuxième histoire que je vais vous raconter, ça concerne Julia. Et là, on est plus sur la valeur créée. Et Julia, en fait, est une RH, donc DRH dans une entreprise, une petite PME, une 50aine de personnes. Et elle est considérée dans cette entreprise où il y a des consultants qui délivrent de la valeur à des clients externes, qui sont les divas, en tout cas les productifs. Voilà, les comptables parlent de productifs, ceux qui produisent de la valeur parce qu'ils facturent les clients, sous-entendu les autres. D'ailleurs, ce n'était pas du tout sous-entendu, c'était explicite dans cette entreprise. Les autres qui ne facturent pas les clients, qui ne délivrent pas chez les clients, sont donc les improductifs, réputés être improductifs. Donc, sous-entendu, ils ne créent pas de valeur. Elle en fait partie, comme la comptabilité et d'autres fonctions internes, comme l'informatique, la comptabilité, etc. Et cette entreprise a besoin de créer de la valeur. Et donc, elle pose la question de la création d'une culture centrée sur la valeur ajoutée. Et du coup, pour Julia, en fait, c'est suivi tout un travail qui fait qu'à un moment donné, Julia a été mise en relation avec d'autres clients, d'autres entreprises. Elle, improductive, support interne, back-office, a été mise en relation avec d'autres entreprises qui avaient besoin de services en RH. Et il s'est trouvé qu'assez rapidement, Julia s'est mise à facturer des clients externes à l'entreprise. Elle, qui était réputée improductive, elle a commencé à apporter de la valeur à d'autres clients externes de l'entreprise, voire même à des clients que l'entreprise avait déjà, mais sur d'autres offres de services. Et donc, on ne pouvait plus l'appeler improductive. Maintenant, elle créait de la valeur, elle facturait. Et à force de facturer, elle a même recruté quelqu'un pour déléguer toutes les tâches liées à la direction des ressources humaines, enfin au travail des activités de ressources humaines, dans lesquelles elle n'était pas la plus talentueuse. Elle pouvait se le permettre puisqu'elle facturait. Et elle a pu continuer ainsi à développer toujours plus de création de valeur ajoutée dans son rôle de RH. Et donc, elle est arrivée à un modèle mental où elle ne se considérait plus du tout improductive. En fait, elle avait plusieurs clients. Elle avait un client qui était l'entreprise dans laquelle elle travaillait et qui la payait parce qu'elle était salariée de cette entreprise. C'était un de ses clients. Et puis, elle avait d'autres clients externes. La seule différence entre ce client et les autres clients, c'est juste qu'elle était salariée de ce client. Mais c'est juste de la cuisine financière. Et voilà comment dans cette entreprise, on a entrepris, parce que cette histoire est véridique et j'ai été un des leviers que nous avons mis en place pour que la culture centrée sur la valeur puisse être opérée par tout à chacun. Et voilà ce qui s'est passé avec Julia. Et bien sûr, pour arriver à ça, il y a besoin d'un certain nombre de choses, il y a besoin d'un certain nombre de clés. Et voilà les clés. Donc, la première clé, qui sont des clés qui sont portées par Holacracy et de manière générale par le management constitutionnel, c'est ce qu'on appelle la raison d'être évolutionnaire. Je préciserai le terme d'évolutionnaire parce qu'en ce moment, on parle beaucoup de raison d'être. Donc, raison d'être évolutionnaire, création de valeur, vous verrez, c'est des synonymes. Ensuite, la deuxième clé, c'est ce qu'on appelle le rôle. J'en ai parlé tout à l'heure. Rôle, mais on pourrait parler de cercle, on pourrait parler aussi de l'ensemble de l'entreprise ou de l'archi. La troisième clé, c'est l'art du triage. J'en parlerai un petit peu. Et puis, la quatrième, c'est ce qu'on appelle la tension dynamique. Et la cinquième, c'est la puissance par la gouvernance. Comment est-ce que vous pouvez offrir à vos salariés, qui, s'ils s'en emparent ou s'ils souhaitent s'en emparer, un super pouvoir, celui de limiter tout ce qui les empêche de créer de la valeur. Voilà 5 clés fondamentales que vous allez retrouver dans une constitution bien faite et en particulier la forme la plus aboutie à date, qui est celle de Holacracy. Parlons maintenant de raison d'être évolutionnaire. En fait, ce qu'on entend par évolutionnaire dans la raison d'être, c'est simplement de se dire que tout rôle, tout cercle dans une entreprise, l'organisation tout entière, l'ensemble des rôles qui la constituent ou des cercles qui la constituent, toutes ces entités, rôles, cercles, organisations, sont des êtres vivants, dotés de leur propre identité et qui constituent une holarchie, un peu comme n'importe quelle structure vivante en fait.
Et donc, chaque entité, chaque rôle, voyez-le comme une mini-entreprise. En fait, considérez l'ensemble de l'entreprise comme une galaxie de mini-entreprises ou de micro-entreprises, un peu comme dans une ville. Il y a des boulangers, il y a des charcutiers, des agences de voyage, et puis aussi des quartiers qui pourraient être à l'image des cercles. Donc, dans une ville, il y a bien des boutiques, des artisans, des entrepreneurs, des quartiers et l'ensemble de la ville. Et chacune de ces entités est vivante. De la même manière, en holacratie, eh bien, l'organisation tout entière, cette holarchie, le cercle, un quartier, chaque rôle, chaque boutique est un être vivant doté de sa propre identité et donc doté de sa propre raison d'être. Et la question maintenant, c'est à nous d'être à l'écoute de la raison d'être, de ce qui aspire à être vécu par cette entreprise, de ce qui aspire à être vécu par ce quartier, ce cercle, de ce qui aspire à être vécu par ce rôle, cette mini-entreprise. Et en fait, cette raison d'être, on l'a définie comme étant le potentiel créateur. Alors, on est vraiment sur la valeur créée, le potentiel créateur le plus profond que cette organisation, que ce cercle, que ce rôle, cette mini-entreprise est appelée à exprimer dans le monde, compte tenu de toutes les contraintes auxquelles elle est soumise et compte tenu de toutes les ressources dont elle dispose, toutes les choses dont elle dispose, tous les talents dont elle dispose. Donc voilà la notion de raison d'être évolutionnaire. Ce n'est pas quelque chose qui est décidé mentalement par un être humain. Ce n'est pas la raison d'être telle qu'elle est définie par la loi Pacte comme étant le dénominateur commun de ce que l'entreprise doit apporter à l'ensemble des parties prenantes. Ça n'est pas réservé à l'étage de l'organisation. En fait, c'est fractal, c'est holarchique, c'est à tous les niveaux d'entreprise, à tous les étages, au niveau du rôle, au niveau d'un cercle et au niveau d'entreprise. C'est quelque chose qu'on va écouter. On va écouter ce vers quoi aspire à être ou à vivre ou à évoluer cette entreprise, ce cercle et ce rôle. Voilà donc la notion de raison d'être évolutionnaire. Ensuite, on va aller du côté du rôle du cercle et de l'holarchie, donc qui est le deuxième élément que je voudrais vous présenter rapidement. Et donc, la notion de responsabilité dans une entreprise qui utiliserait ou qui utilise l'holacratie ou un management constitutionnel est basée sur autre chose que le fameux à qui tu reportes, qui n'apporte pas grand-chose qui n'offre pas grand-chose comme information. Plus utile en fait pour tout à chacun, et on est encore sur la responsabilité, rappelez-vous de Sarah, du plus utile quand tu es dans ton entreprise, dans ta micro-entreprise, un rôle marketing par exemple, la micro-entreprise marketing. Et ce qui est intéressant en tant qu'entrepreneur, c'est que tu puisses nous dire de façon explicite quelles sont les offres et les produits que tu nous offres. Qu'est-ce que tu offres? Quelles sont tes propositions de valeur? Et deuxième question, qui sont tes clients? Qui sont tes clients en interne ou en externe? Dans une entreprise que j'ai accompagnée récemment, le marketing n'avait pas la conscience quels sont ses clients en interne. Et en fait, il en avait un évident, il y en a plusieurs évidents, mais il en avait un évident qui était le commerce, le service commercial, à qui l'entreprise marketing, en fait, sa proposition de valeur, c'était de générer des leads, donc des opportunités commerciales qu'elle transmettait au service commercial pour que ce service commercial puisse traduire ou convertir plutôt en contrats signés avec des clients, des opportunités avec des prospects. Donc, on est bien dans une relation de client-fournisseur. L'entreprise marketing, le rôle marketing est donc une entreprise qui a comme proposition de valeur, pour ce segment de clients particulier qui est le service commercial et l'ensemble des commerciaux, de générer des leads. Et donc, pour l'entreprise marketing, les questions qui sont intéressantes, c'est quels sont tes clients? Quelle proposition de valeur tu leur offres? Quel est le potentiel? Quelle est la finalité? Quel est le challenge de ton rôle? Quel est son potentiel créateur? Sa raison d'être, on a parlé tout à l'heure. Et puis aussi, tu peux être en posture de fournisseur. Donc, de quoi tu as besoin des autres rôles finalement? Tu es client de quel fournisseur en interne? Et on établit ainsi des relations de pair à pair entre rôles ou entre cercles de clients-fournisseurs. Et on est tous, les uns et les autres, affectés à des rôles qui correspondent probablement à nos potentiels de talent. Ce serait quand même là où on crée le maximum de valeur. Et on a des accords mutuels qui est à la base du self-management. Si vous regardez les modèles les plus avancés comme celui de Morningstar, on parle de CLOU, Colleague Letter of Understanding. C'est uniquement tout le modèle de la structure repose sur ça, c'est-à-dire des relations et des accords mutuels entre
un rôle, une activité, et puis ses fournisseurs et ses clients. Donc, c'est la même chose ici. Donc, en résumé, un rôle, c'est une activité d'entreprise, marketing, finance, événements, des activités habituelles de l'entreprise. Mais simplement, c'est un contenant qui a exactement la forme et qui fonctionne comme une mini-entreprise. Une personne ou plusieurs personnes peuvent être affectées à ce rôle et vont agir tel entrepreneur. C'est quoi la finalité, la raison d'être de cette micro-entreprise, la raison d'être de ce rôle, on a parlé avant. Quels sont les segments de clients que tu sers? Et ça peut être des segments de clients, ça peut être des clients internes ou des clients externes. Rappelez-vous cette fois la deuxième histoire avec Julia. Julia, elle n'était pas un productif back-office, pas du tout. Elle a toujours été productive et elle servait des clients internes. Et puis, on a démontré que les clients externes, c'est la même chose que les clients internes. Et ainsi, tous les rôles peuvent créer de la valeur. Donc, quels sont tes clients, internes ou externes, peu importe. Quelle proposition de valeur tu peux leur apporter et de quoi tu as besoin? Quels sont tes fournisseurs qui t'apportent, sur lesquels tu comptes, qui eux-mêmes t'apportent de la valeur? Donc, voilà la notion de rôle. Vous généralisez à la notion de cercle, c'est la même chose. Vous généralisez à la notion d'entreprise, c'est exactement la même chose. Tout est toujours la même chose puisqu'on est dans une organisation qui est fractale. Voilà, pour passer rapidement sur la notion de rôle. Et puis, au passage, notez que toutes ces clés, ces 5 clés, sont définies dans une constitution pour les organisations. C'est pour ça que je parle de management constitutionnel, qui est le concept qui englobe tous ces types de management, avec holacratie, qui est la forme la plus aboutie à date, en tout cas à notre connaissance, à l'Institut de recherche IGI, pour avoir une constitution qui offre tout ce que je suis en train de vous présenter, basé sur des cas concrets. Alors, pour poursuivre, je voudrais aller du côté de l'art du triage et de la puissance par la gouvernance. Effectivement, dans toute forme de management constitutionnel de type holacratie, vous allez retrouver un espace de gouvernance et des espaces de triage, et plutôt d'art de triage. Alors, et puis, ça peut se matérialiser, mais ça, c'est juste le haut d'iceberg par 2 réunions. Donc, assez régulièrement, chaque cercle, chaque quartier va avoir des réunions de gouvernance qui permettent à chaque entrepreneur, chaque rôle, chaque boutique de gouverner par lui-même au sein d'un espace de gouvernance collectif de son quartier tout ce qui pourrait limiter la création de valeur dans son rôle. Donc, ça peut être limiter des freins, des blocages qui l'empêchent de créer de la valeur, mais aussi de gouverner des modifications, une altération de l'organigramme, de la façon dont ça fonctionne ici, pour viser des améliorations dans la durée et donc plus de valeur créée par son rôle ou des innovations. Donc, amélioration, innovation ou traitement de façon durable des problèmes, pour moi, j'englobe tout ça dans création de valeur, création plus de valeur pour mes clients. Et donc, en fait, la particularité de ce modèle constitutionnel qui est holacratie, c'est de pouvoir permettre à tout à chacun, à toute personne, à partir du moment où il exerce un rôle, de gouverner tout ce qui limite la création de valeur. Vous mettez dans la création de valeur la résolution durable des problèmes qu'il rencontre par lui-même, alors qu'avant, il faisait des demandes à un responsable hiérarchique qui avait le temps, pas le temps de traiter, il pouvait renouveler sa demande et puis à force d'attendre, il se résignait. Je vous fais pas, voilà, vous connaissez cette histoire. Ou des initiatives pour améliorer ou des initiatives pour innover. On lui donne le contrôle constitutionnellement, la Constitution, lui, à partir du moment où il a affecté un rôle, on lui donne le contrôle de cet espace, de ce rôle, de cette entreprise, jusqu'à y compris la possibilité de gouverner tout ce qui limite le bon fonctionnement de son entreprise. Et là, on est sur un autre super pouvoir donc il y a des processus, il y a un autre super pouvoir qui est celui de Bernard Marie, en l'occurrence. Je vais vous en présenter 2, puis je prendrai Bernard Marie pour le super pouvoir, et puis, pas parce que c'est moi, et puis Elisabeth Ebrono pour l'art du triage. Donc, l'histoire que je vais vous raconter est arrivée il y a plusieurs années. Je me trouvais, donc, je donne des formations assez régulièrement. Là, il s'agissait d'une formation sur un format de 2 jours. Et, et dans la salle de formation que j'ai découvert à peu près en même temps que les participants, une vingtaine de participants, il y avait un énorme poteau au milieu. Déjà, le poteau très gênant pour moi et très gênant pour l'ensemble des participants. Donc, le truc, vraiment le cauchemar pour tout le monde. Et ça pendant 2 jours, parce qu'il n'y avait pas de possibilité de changer de salle pendant les 2 journées. Donc, évidemment, ce que j'ai fait, je suis allé voir la personne qui a réservé le lieu et je lui ai dit, plus jamais ça. Mais ce n'est pas suffisant. Moi, en tant qu'entrepreneur, je veux bien que des choses comme ça se passent une fois, c'est une erreur, il n'y a pas de problème, ou un apprentissage,
mais je ne veux pas que ça se passe 2 fois. Je veux pas que ça se passe, je veux que ça ne se reproduise plus jamais. Je veux bien vivre cette expérience pour apprendre une fois, et je voudrais que l'ensemble de l'entreprise, où j'ai l'exigence que toute mon entreprise, et mes rôles en particulier, et mes entreprises, apprennent ça à vie, de manière à passer à la classe supérieure. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé en gouvernance, puisqu'on m'a expliqué que je pouvais gouverner tout ce qui limitait la création de valeur. En l'occurrence, ce poteau-là, je peux vous dire qu'il a limité mon potentiel créatif de valeur. Et largement même. Et donc, du coup, je suis allé à cet espace de gouvernance et j'ai proposé que ça n'arrive plus jamais. Donc, je vous fais court, un processus de gouvernance collectif qui nous a permis d'arriver à la fin à modifier le rôle. Donc, il y a un rôle fournisseur des lieux, donc un rôle qui est chargé comme offre de service de sélectionner pour vous des lieux, de contracter avec des lieux. Et donc, on a modifié ce processus, ou j'ai proposé de modifier à travers ce processus la proposition de valeur de ce rôle-lieu, ce qui est assez logique puisque c'est un de mes fournisseurs, moi dans mon rôle de formateur. Et la proposition qui a été faite, qui a été modifiée, c'est de dire l'offre de service dorénavant de cette entreprise particulière qui trouve des lieux pour vous, eh bien, ça a été rechercher, sélectionner, contracter avec des lieux dans le respect du cahier des charges fourni par ses clients. Et moi, je faisais partie des clients dans mon rôle formateur. Et une fois que cette proposition de valeur a été décidée de manière collective dans un processus très agile, puisqu'on ne demande pas si tout le monde est d'accord, mais on demande on demande à chacun des capteurs de l'entreprise, est-ce que tu vois une raison qui fait que ça nous causerait du tort? Et donc, il n'y avait pas de raison pour que ça crée du tort, donc ça a été plié assez rapidement. Et moi, à l'issue de la réunion, à la sortie de la réunion, je me suis empressé de créer mon premier cahier des charges, le cahier des charges 1.0 pour les lieux dont j'avais besoin pour mes formations. J'ai ouvert une page blanche et j'ai mis « plus jamais de poteaux au milieu des salles ». Point barre. Ainsi est née la version 1.0 du cahier des charges. Le temps a passé depuis. Ce cahier des charges s'est largement complété. Il fait 15 pages maintenant. Un cahier des charges fonctionnel, etc. etc. Donc, voilà une histoire concrète. Comment je peux… quand je dis « je », c'est n'importe quel collaborateur qui a un rôle, peut gouverner dans la durée tout ce qui limite la création de valeur à partir de ses rôles. Voilà ce que j'appelle le super pouvoir. Deuxième aspect que je voulais partager avec vous, ce que j'appelle l'art du triage. Donc, bien sûr, il y a une réunion pour apprendre ça, ce qui est la réunion de triage, qui est probablement la plupart du temps une réunion hebdomadaire, peut être quotidienne dans certaines activités qui fonctionnent à un rythme quotidien, comme des ateliers, des restaurants, etc. Mais en général, très souvent, le rythme est plutôt à la semaine. Quelqu'un en prendrait ce processus-là. C'est l'histoire d'Elisabeth et Bruno. Elisabeth et Bruno, l'histoire est simple. Elisabeth, directrice marketing, et puis Bruno, directeur de la stratégie produit, beaucoup plus gradé. Et Elisabeth doit publier dans cette activité, publier un catalogue papier, print comme on dit, des produits. Donc, catalogue des produits papier dans leur activité, ça fait sens. Et Elisabeth de relancer régulièrement Bruno sur les derniers produits qu'il souhaiterait inclure dans ce catalogue papier. Et Bruno, qui est quelqu'un de très sollicité, de très occupé sur plein de sujets, répondait naturellement à Elisabeth. Bien sûr, j'y pense. Mais les semaines passaient, et Elisabeth commençait à être fatiguée, usée. Son niveau d'énergie créatrice diminuait. Et Bruno était toujours occupé par Mons et par Vaux. Donc, on avait Elisabeth qui commençait à être très préoccupée. On avait de l'autre côté, on avait Bruno qui continuait à être surchargé. Et ça aurait pu mal se terminer, cette histoire. Ça aurait pu se terminer par un conflit interpersonnel. Au lieu de ça, l'art du triage, c'était la capacité de tout à chacun, et en l'occurrence pour Elisabeth, de pouvoir se mettre en mouvement pour traiter par elle-même toutes sortes de difficultés, y compris même quand elle est en situation de dépendance de quelqu'un. Parce que l'histoire d'Elisabeth, on la connaît tous. C'est le jeu du chat et la souris. Et puis, si l'autre que vous attendez est plus gradé, vous pouvez attendre longtemps. Et vous pouvez vous résigner. Et puis, à force de vous résigner après année, vous pouvez même décider de partir de l'entreprise. Ou alors, vous restez dans un état qui n'est pas terrible. Donc, l'art du triage, en fait, c'est la capacité d'utiliser tous les outils qui vous sont fournis. Là, j'en présente 5, mais il y en a beaucoup plus en fait dans la Constitution. Tous ces outils pour vous mettre en mouvement et de sortir de la situation de dépendance de quelqu'un qui n'est pas très bon pour la santé. Donc, très concrètement, Elisabeth m'a demandé un petit coaching, justement, sur l'art du triage, et je lui ai proposé plusieurs solutions. Et la première proposition qu'elle a retenue, c'était de dire, bon ben voilà, plutôt que d'attendre et de faire des demandes,
elle a utilisé un petit processus que nous on appelle annoncer la couleur, ce qu'elle a mis en application immédiatement. Elle a écrit sur le réseau social, donc ça c'est l'usage dans cette entreprise, elle a écrit à Bruno, parce qu'il ne se voyait pas trop physiquement, elle a écrit Bruno, sache que je m'apprête à publier le catalogue en l'état. Et la publication et le bon à tirer, je vais l'envoyer à l'imprimeur à telle date. Et la telle date, c'était 5 ou 6 jours plus tard. C'était un mercredi, je me rappelle. Mercredi, on devait être quelque chose comme un mardi de la semaine d'avant. Et donc, elle annonçait la couleur. Et puis, elle ajoute, bon, bah, si tu as des produits que tu souhaites que j'ajoute dans le catalogue, je pourrais le faire que jusqu'au mardi avant la date du mercredi. Point barre, c'est tout. Elisabeth avait regagné de l'énergie. Elle n'était plus en situation de dépendance. Alors, cette énergie, on peut la mesurer. Je me suis amusé à mesurer. C'est facilement 20 à 25% de l'énergie qu'on peut perdre lorsqu'on est en situation de dépendance d'autres personnes dans ce genre de situation. Et Bruno, en fait, ça l'a arrangé parce que Bruno, il est tellement occupé, dispersé sur plein de sujets stratégiques que du coup, il était content parce que là, on lui posait un cadre. L'action d'Elisabeth a pu lui poser un cadre qui lui a permis de se poser, de prendre du recul et de se dire est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que je mets du temps? Est-ce que je mets une priorité pour rajouter les quelques produits au catalogue auquel je pense? Si la réponse est oui, ben, il va le faire. Si la réponse est non, il ne va pas le faire. Donc, on voit bien que ce petit outil, cet art du triage, qui fait partie c'est un des outils dans l'art du triage. Il y en a des dizaines d'outils comme ça qui sont portés par cette constitution. C'est pour ça qu'ils sont difficilement utilisables dans un modèle conventionnel hiérarchique, eh bien, a permis à Bruno de s'arrêter dans son flux de priorité, de se poser la question. Donc, c'est lui apporter le cadre dont il avait besoin pour se poser. Et à Elisabeth, ça lui a permis de sortir de cette dépendance dans laquelle elle pouvait perdre beaucoup, beaucoup d'énergie. Bon, voilà, 2 petites histoires concrètes sur l'art du triage et la puissance, ce super pouvoir de la gouvernance. Pour terminer, je voudrais aller sur le 5e outil, ou la 5e clé, qui est ce que j'appelle la tension dynamique. J'ai rajouté dynamique parce que je me suis rendu compte que la plupart des gens mettaient dans la catégorie tension les conflits interpersonnels, les problèmes, etc. Non, une tension est une tension, un problème interpersonnel est un problème interpersonnel, un irritant est un irritant, un problème est un problème, rien à voir avec la tension. Une tension est définie comme étant un écart entre ce qui est et pourrait être dans une situation dans l'exercice de mes rôles. Il y a la situation actuelle, il y a un potentiel et un idéal que je pourrais viser. Le truc, c'est qu'il y a assez peu de gens qui spontanément vont imaginer des idéaux. Et donc, effectivement, là, on pourrait se dire qu'il y a peut-être un gisement en termes de leadership, un gisement en termes de création de valeur. Et l'écart entre les deux, ça s'appelle une tension. Et là, plutôt que d'en parler de manière théorique, je vais reprendre une autre histoire, qui est l'histoire de Georges. J'aurais parcouru presque toutes mes histoires. Il me restera Fabien et Dominique. On fera ça peut-être pendant la question-réponse. Donc, Georges est un ouvrier qui arrive donc, dans une entreprise, 3 équipes de 8, donc qui tournent 24-24. Georges est un ouvrier, il arrive à l'équipe du petit matin, genre 6h, 6h30 du matin. Il se trouve que j'étais là parce qu'on accompagnait ce client à ce moment-là et on était sur site. Georges arrive, fou furieux, parce qu'il ne retrouve pas les outils dont il a besoin à son poste de travail. Et évidemment, immédiatement, on tombe dans le triangle de Karpman, le triangle dramatique. Et donc, il était fou furieux et commençait à crier des noms d'oiseaux en parlant de son camarade ou son collègue, celui qui était au même poste de travail, mais l'équipe d'avant. Je ne vous fais pas de dessin, il était rouge, écarlate. Donc, il était en mode réaction par rapport à un problème. Et le mode réaction par rapport à un problème, très chargé émotionnellement en l'occurrence, est souvent le mode réactif qu'on peut avoir face au problème. Et donc, en fait, il n'était pas, comme il était en mode réaction par rapport à un problème, tout ce qu'il allait entreprendre par la suite n'aurait jamais traité le problème. En réalité, et ça, il y a des études qui ont été faites là-dessus, en réalité, il aurait réagi pour réduire le niveau d'anxiété ou de stress que lui occasionnait l'expérience de ce problème. Je voulais généraliser, là c'est vrai qu'on n'est pas tous en mode émotionnel par rapport à des problèmes, mais très souvent, on est en réaction par rapport à des problèmes. Quand je dis on, c'est plus de 90% des gens que j'interroge dans les entreprises par lesquelles je passe sont en réaction par rapport à des problèmes et en fait, ils croient qu'ils traitent des problèmes. En réalité, il n'en est rien, ils ne traitent pas les problèmes. Ils traitent en fait, ils cherchent à réduire de façon inconsciente l'anxiété que leur occasionne le problème. Et dès que cette anxiété est un petit peu réduite, à ce moment-là, eh bien, ils lâchent tout et le problème n'est pas traité durablement. Pourquoi? Parce qu'on est encore en mode réactif par rapport à des problèmes plutôt que d'être en mode créatif par rapport à un idéal, par rapport à la gestion d'une tension. Et vous voyez le lien avec ce que je viens de vous dire avant. Et donc, Georges, j'ai proposé de l'aider, toujours dans l'art du triage. Je lui ai donné un peu d'écoute parce que pour descendre son niveau émotionnel.
Ça a pris quelques minutes. Et ensuite, je l'ai accompagné de la manière suivante et je lui ai dit, Georges, si tu considères que ce qui t'arrive est un problème, parce qu'il considérait que c'était un problème, si tu considères mentalement que c'est un problème, il était moins chargé émotionnellement, c'est donc un frein par rapport à quelque chose auquel tu aspires. Oui, problème, sinon ce n'est pas un problème, c'est donc un frein. Mais si c'est un frein vers quoi? Et là, c'était pas simple parce qu'il se censurait, il n'avait pas développé l'habitude, et là, vous pouvez généraliser parce qu'il y avait beaucoup de gens comme ça, il n'avait pas développé l'habitude de se projeter dans quelque chose qui lui apparaissait utopique, idéalistique, loin. Ces gens-là, ils parlent de la vraie vie, genre comme si dans la vraie vie, il n'y avait que des problèmes et qu'on n'avait pas le droit de rêver. Et qu'il y avait une espèce de censure dans son modèle mental sur le fait de rêver. Je dis oui, c'est un frein par rapport à quoi? Ça restera entre nous, je te promets. Et donc là, il s'est lâché. En fait, mon rêve, je vais te le dire, Bernard, mon rêve, c'est que l'atelier, il soit propre et bien rangé. Je rêve d'un atelier Feng Shui. Et il s'était autorisé, sous le sceau de la permission et le cadre protecteur que j'avais posé, la confidentialité, à rêver. Et je dis, reste connecté à ton rêve. Ton rêve, ce qui est d'avoir, on sait que ce n'est pas la réalité, ce n'est pas grave. Reste connecté à ton rêve. Ton rêve, c'est que l'atelier soit propre et bien rangé. Et tiens-le de la main droite, ce rêve-là. Et de la main gauche, regarde la situation actuelle. Est-ce que tu sens l'écart entre les deux? Il me dit oui. Et là, je lui dis, voilà, là maintenant, tu as compris ce que c'était qu'une tension. Parce que c'est ça, une tension. Et la propriété extraordinaire, c'est que quand vous ressentez vraiment la tension, ce que les gens ne font pas en général, parce qu'en général, ils restent juste avec la main gauche, les pieds dans le camp, dans la situation qui n'est pas agréable. Et puis, il y en a d'autres, souvent on trouve ça au niveau plutôt en haut des hiérarchies, qui passent leur temps à planer dans les idéaux, mais qui sont loin de la réalité. Si on arrivait à recouvrer, distinguer, sortir de cette dualité, il y a celui qui gouverne, qui a la tête dans les nuages, et celui qui est gouverné, qui a les pieds dans le cambouis. Si on arrivait à ce que tout à chacun, à réunifier tout ça, que tout à chacun soit en même temps la tête dans les nuages et les pieds dans la réalité, alors on pourrait recréer du leadership non hors sol. Et à partir du moment où cette personne ressent, et vous ressentez cette différence de potentiel, hein, le mot tension, prenez-le de l'électricité, de la matière électricité, eh bien, vous avez de la puissance, vous avez de l'énergie créatrice. Vous n'êtes pas émotionnellement chargé. Ce n'est pas toujours confortable, mais en même temps, vous n'êtes pas émotionnellement chargé. Vous avez une énergie parce que nous, les êtres humains, nous sommes des piles qui fonctionnent avec des tensions dynamiques. Il suffit d'embrancher, d'oser tenir les deux pôles de cette tension. Et à partir de ce moment-là, vous avez une énergie créatrice. Et il vous suffit non pas de chercher, de définir intellectuellement toutes les étapes à faire pour arriver à l'idéal, pas du tout. Non, non. Il vous suffit simplement de vous projeter sur le premier pas, de passer à l'acte. Premier pas que vous faites vous-même, pas un pas où vous dépendez de Bruno, un pas que vous faites vous-même sur lequel vous avez tous les leviers. Et le fait de passer à l'acte va enrichir, va augmenter cette puissance créatrice. Peut-être que vous allez d'ailleurs modifier au fur et à mesure que vous avancez pas à pas l'idéal. Ça n'a pas tellement d'importance. L'idéal n'est pas vraiment important. Ce qui est important, c'est le chemin. Et donc, vous avez besoin d'un idéal pour vous mettre en mouvement, ce qu'on appelle le triage, se mettre en mouvement. Et voilà en fait la notion de tension dynamique illustrée par l'exemple de Georges. Voilà, je voudrais terminer à ce stade. Je ne raconterai pas toutes les histoires. Et j'ai juste parcouru avec vous 5 clés vraiment importantes, qui est la raison d'être évolutionnaire à tous les étages. Donc, vous avez compris, hein, du rôle, du cercle et de la raison d'être, et de l'entreprise, pardon. La notion de rôle, cette mini-entreprise, le cercle est aussi un rôle un peu plus gros, et puis l'entreprise elle-même, qui est un créateur de valeur. Il n'y a que ça qui est important. Et que la responsabilisation des personnes est un moyen pour aller vers la création de valeur, qui est l'objectif ultime. Et puis, on a parlé de l'art du triage, la capacité tout à chacun de ne plus être en situation de dépendance et toujours être leader, de se mettre en mouvement pour faire avancer les choses, avec en plus un super pouvoir qui me permet de modifier, si je m'en empare, y compris la façon dont ça change dans la durée dans cette entreprise, y compris de modifier ce qu'on appelle autrefois l'organigramme et la structure des rôles. Et puis, qu'est-ce que j'ai oublié? La tension dynamique avec l'exemple de Georges. Voilà, j'ai terminé pour ma présentation et je vous remercie de votre attention et je vous propose de passer à un espace de questions-réponses. Merci beaucoup Bernard-Marie pour cette présentation des plus complètes. Alors pour rappel, vous avez un module qui s'appelle Q et R au niveau de la barre de menu de Zoom et donc vous pouvez poser toutes vos questions via ce module. Voilà, donc on a déjà quelques questions.
Alors, une première question qui est, est-ce y a-t-il eu des retours arrière pour des entreprises, Marie? Oui, oui, tout à fait. Des retours arrière par rapport à la Crassi, j'imagine. En fait, dans le passé, on a eu quelques. On en a assez peu. On en a eu, je vais décrire, mais on en a assez peu. Euh, et la raison pour laquelle on a eu assez peu, c'est parce que on accompagne les clients en amont. Je pense que l'holacratie ou le management constitutionnel de manière générale n'est pas un modèle applicable à toutes les entreprises. C'est pas bon pour toutes les entreprises. Je pense c'est pas applicable partout. En fait, c'est un vrai gros changement et que ce vrai gros changement, il faut une bonne raison pour y aller. Je ne vais pas développer là-dessus. Donc, nous, on fait attention, comme on sait que c'est important, qu'il faut avoir vraiment d'énergie et une bonne raison d'y aller qui fasse que ça puisse se faire parce que c'est quelque chose qui dure plusieurs années. On qualifie très en amont et on éduque nos clients parce qu'il y a peut-être d'autres façons de faire qui répondraient à leurs problèmes sans pour autant partir sur une réinvention de cette envergure. Maintenant, dans le passé, on a eu plusieurs cas. On a eu un cas d'une entreprise, par exemple, qui n'a pas sous-estimé les choses, hein, mais qui a décidé d'y aller. Puis en fait, assez rapidement, on s'est rendu compte, d'ailleurs c'est nous qui avons proposé d'arrêter, on s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas la bande passante ou l'énergie, si vous voulez, suffisante. Ce n'est pas du temps de réunion, mais l'énergie suffisante, la bande passante pour pouvoir digérer les nouveaux modèles mentaux et apprendre les nouvelles habitudes. Et donc, ils en ont convenu et puis on a arrêté. Voilà, ça c'est une raison. Une autre raison, c'était dans un autre cas, c'était dans une filiale d'un grand groupe où la filiale était prête pour le faire, mais à un moment donné, le grand groupe a, comment dirais-je, le grand groupe a changé de posture vis-à-vis de cette filiale et d'une posture qui était très soutenante et très peu interventionniste, elle est passée, pour d'autres raisons que je ne vais pas développer, à une posture très interventionniste. Et à ce moment-là, évidemment, elle voulait reprendre, c'est une façon de, elle voulait reprendre une partie du contrôle qu'elle avait lâché à cette filiale. Et du coup, le groupe n'était pas du tout partant pour aller vers ce type de gouvernance. Et donc, la filiale, ayant moins de contrôle, a perdu le contrôle dans sa capacité à modifier son mode de gouvernance. Pourtant, elle est vraiment partie pour adopter Holacracy. C'est une entreprise de 13 000, la filiale était de 13 000 personnes. Et donc, le projet s'est arrêté. Voilà, dans cette raison-là. J'ajouterais qu'il y a très peu de, en fait, il y a beaucoup d'entreprises, parce que Holacracy est devenu un mot à la mode, depuis, enfin, on a apporté ça il y a une dizaine d'années avec nos collègues de Holacracy One. Comme c'est devenu à la mode, beaucoup de gens s'en emparent, ça fait buzz, et peu de gens, et parmi ces gens-là, il y en a beaucoup qui croient qu'ils font de l'holacratie, parce qu'ils sont à un niveau de surface de ce qu'ils lisent dans la presse, évidemment, et du coup, donc, il y en a qui reviennent en arrière. Ce n'est pas qu'ils reviennent en arrière, c'est qu'en fait, ils n'ont jamais réellement compris ce que c'était qu'holacratie. Et de façon, même s'ils ont pu dire que pour eux, c'était holacratie. Et donc, il y en a beaucoup de ce type-là. Mais on ne peut pas dire qu'ils sont revenus en arrière parce qu'en fait, ils ne sont jamais rentrés réellement dedans. Superbe, merci. Donc, j'espère que ça répond à cette question pour la personne qui l'a envoyée. Sinon, n'hésitez pas à reposer des questions pour clarifier ce dont vous avez besoin. Alors, une question du coup de Jacques. Comment ça se passe réellement pour aider, comme tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec un supérieur hiérarchique comme Elisabeth? Donc, je pense que ça fait référence à ton exemple entre Bruno et Elisabeth. Oui, comment faire? En fait, comment faire? C'est sûr que si vous n'avez pas un management constitutionnel en place, ça va être difficile. Parce qu'on pourrait reprendre mon histoire et dire finalement, ce petit processus d'annoncer la couleur, on pourrait le faire dans un modèle conventionnel. Sauf que dans un modèle conventionnel, il y a, comment dirais-je, je ne suis pas sûr que ça marcherait. Bruno aurait pu continuer, d'ailleurs, c'est ce qu'il faisait avant, il aurait pu continuer. Là, il n'a pas continué parce qu'en fait, il y a un modèle constitutionnel, c'est-à-dire concrètement, l'entreprise a décidé, et ceux qui ont le pouvoir de faire, donc les mandataires sociaux, ont décidé d'un mode de management constitutionnel, qui est à dire que les règles du jeu de l'entreprise sont régies par une constitution qui décrit l'ensemble des règles applicables à tous. Management, mandataires sociaux, hiérarchie comprise. Et ce qui est assez fascinant pour moi, c'est que le monde de l'entreprise aujourd'hui est hyper archaïque quand on y réfléchit 2 minutes. La Constitution n'a pas encore passé les portes de l'entreprise, alors que la Constitution a passé les portes des principaux pays sur la planète Terre depuis longtemps.
Donc, on est vraiment très, très en arrière au niveau des entreprises. Donc, c'est pour ça que l'outil principal, j'ai glissé dessus parce que je vais faire une présentation courte, mais l'outil principal, c'est la Constitution elle-même, qui à un moment donné, ce que j'ai parlé de lancement, est adoptée par ceux qui ont le pouvoir de le faire et qui dit tout est régi dans le cadre de ces constitutions. Et après, dans cette Constitution, il y a un certain nombre de nudges, de mécanismes, comme par exemple, il y en a plein, je ne vais pas tous les développer, mais juste pour que vous compreniez que c'est possible, ce qu'Elisabeth a pu faire était possible parce qu'il y avait un management constitutionnel et que toutes choses étant égales par ailleurs, Elisabeth n'aurait probablement pas pu le faire dans le modèle conventionnel d'avant. Il y a des mécanismes qui protègent et qui donnent des permissions. Comme, je vais en citer deux, comme par exemple, toute attente implicite ne fait aucun poids. Parce que pourquoi dans le modèle hiérarchique, on ne fait pas ça tout le temps, d'annoncer la couleur? C'est parce qu'il y a des attentes implicites. On pense qu'il faut qu'on fasse comme on est attendu par quelqu'un qui est hiérarchiquement supérieur. Ça, c'est de l'implicite. On travaille beaucoup, il y a beaucoup de gens qui travaillent en fonction de ce qu'ils pensent qui est attendu d'eux, ce qui est assez fascinant. Là, pas du tout. Dans ce modèle-là, en fait, on travaille non pas en fonction de ce que les autres, même ex-hiérarchiques, pensent de nous, ou pensent que plutôt ce qu'on pourrait penser qu'ils attendent de nous, on ne travaille pas comme ça. Puisque maintenant, on a des délégations explicites à travers des contrôles qui nous sont donnés à travers les rôles. Nous, notre seul job, ce n'est pas d'imaginer ce que mon hiérarque s'attend de moi, pas du tout. Mon seul job, c'est de manifester la raison d'être et les redevabilités, les offres de service de mes rôles. Et donc, effectivement, ce petit article en holacratie, c'est l'article 4.1.5 qui dit toute attente implicite ne fait aucun poids. Ça veut dire que ça, une fois que c'est installé, quand on y réfléchit, ça veut dire que tout ce qui pouvait se faire avant dans l'implicite, genre je me conforme à ce que j'imagine que mon patron attend de moi, ou j'exécute des ordres qui me sont donnés, tout ça, ça tombe. Alors, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais ça tombe. Et comme ça tombe, et en tout cas, on a mis l'emphase là-dessus, effectivement, après, quand on vient avec un petit module de triage type annoncer la couleur, ça passe. Voilà. Il y en a d'autres mécanismes, je n'ai pas envie de trop développer parce qu'il y en a beaucoup, mais voilà pour vous donner un peu une idée. Donc, c'est quelques mécanismes. Vous savez, dans le monde du coaching, il y a un truc qui s'appelle la règle des 3 P. Vous donnez la permission à des collaborateurs et un cadre protecteur et ils vont faire un shift en puissance. Donc, c'est un outil qui est très connu. Bon, pour faire ça, il y a besoin de mécanismes et la Constitution est truffée de mécanismes de ce type-là. Super, merci beaucoup. Autre question du coup, comment convaincre son manager de mettre ça en place? Excusez-moi, je prends une note en même temps. Moi, je pars du principe qu'on ne peut pas convaincre, on peut juste donner envie. Convaincre, ce n'est pas que un jeu de mots. Convaincre, il y a vaincre et contre quelqu'un, donc ça ne marche pas en fait. Quand on n'est pas en situation de manager, on dépend de sa hiérarchie. Ça, si vous êtes salarié, en plus, c'est écrit noir sur blanc, vous avez un lien de subordination avec le responsable hiérarchique, donc vous êtes un subordonné. Et ça, c'est la règle de départ. Alors, on peut l'habiller tout ce qu'on veut avec plein de bouquins, confiance, entreprise libérale, etc. Mais la réalité du droit du travail, c'est comme celle-là. Donc, c'est juste de donner envie, en fait. Je crois que c'est assez facile de donner envie, peut-être pas à tout le monde, mais à beaucoup de gens, à des managers, parce qu'en fait, Holacracy, c'est un outil qui facilite la vie aux managers. Moi, j'étais manager pendant longtemps et j'aurais rêvé d'avoir un outil comme Holacracy. C'est difficile d'être manager. Très, très difficile. Parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui est attendu de nous. On essaie de faire du mieux qu'on peut sans savoir ce qui est attendu de nous, ce qui n'est pas facile. Et en plus, on est très mal outillé, très mal équipé. Qu'est-ce qu'on a comme outil? Des process éventuellement. Ça marche quand tout va bien. Des organigrammes, des fiches de poste qu'on n'utilise jamais, sauf à la RH, parce qu'il faut bien, il y a des fonctions RH. On fait très court, mais il y a très peu d'outils de management sérieux. Alors, on est dans le développement du soft. Il faut qu'on se réinvente et qu'on se transforme. Et que comme on va se transformer, alors l'entreprise ou notre équipe va se transformer. C'est quand même un peu dommage de dépendre, quand on est collaborateur, de le niveau de transformation de son chef, surtout s'il change après. Voilà. Du coup, c'est de donner envie. Pour donner envie, c'est simple et en même temps, c'est difficile. C'est juste, moi, la façon dont je pratique, c'est que tous les patrons, les managers qui viennent nous voir, je leur demande qu'est-ce qui les empêche de dormir, quels sont leurs concerns. Ce sont en général tous des gens qui sont très impliqués, sinon ils ne seraient pas là où ils sont.
Donc, ils ressentent des besoins de l'organisation sur lesquels ils ont ou ils n'ont pas les leviers. Et donc, moi, je les adresse là. Et on parle business. Et à partir du business, je leur montre comment, avec certains outils, comme ceux que je vous ai présentés et d'autres, eh bien, ils vont pouvoir mieux faire leur boulot au service de l'entreprise. Hein, tous les managers, on peut leur accorder ce crédit d'intention, c'est qu'ils sont vraiment centrés sur l'entreprise. Alors, pas que, je sais aussi, mais il y a cette polarité. Il y a toujours cette polarité-là, même s'il n'y a pas toujours que cette polarité-là. Donc, c'est assez facile, une fois que vous y êtes et que vous connaissez, vous maîtrisez les outils, de faire le lien entre les deux. En tout cas, c'est comme ça que je procède. La difficulté qu'on peut rencontrer, c'est que beaucoup de gens croient que tous ces mouvements de nouvelle gouvernance, holacratie and co, ça nous permet de nous passer de manager. Je ne sais pas pourquoi il y a cette croyance. Ou plutôt si je sais comme ça, il y a beaucoup de fantasmes là-dessus. Et en fait, il n'en est rien. Mais à partir du moment où cette croyance, elle circule pas mal dans la presse, et dans les médias et sur le net, il faut s'attendre à ce que les managers, et surtout les managers intermédiaires, aient peur de perdre du pouvoir, ou ont peur de perdre leur identité. Et en fait, il n'en est rien. Mais bon, ça suppose quelques explications. Il n'en est rien. Donc, une fois que vous avez dépassé ça et que vous avez expliqué que si tu étais manager, en fait, tu vas avoir beaucoup plus de puissance sur l'organisation que tu n'avais d'illusion de pouvoir sur les personnes. À ce moment-là, la peur, elle est levée. Et en même temps, il y a un challenge derrière qui est le changement d'identité. Si tu t'es, en tant que manager, identifié à quelqu'un qui était le sauveur et qui donnait du poisson à tout le monde alors que les gens n'aient même pas exprimé, à ce moment-là, il y a un gros changement d'identité. Il va falloir que tu bascules vers une identité de quelqu'un qui est plutôt quelqu'un qui apprend à pêcher et qui va permettre, par son comportement, outillé par Holacracy et par les espaces que je vais pouvoir créer en tant que leader, je vais mettre de l'énergie, de la bande passante et m'outiller pour permettre aux collaborateurs d'augmenter sa puissance dans des zones de contrôle explicites qui lui auront été déléguées. Super, merci beaucoup Bernard-Marie. Alors une question de Pierre. Si je me sens compétent pour prendre une décision en dehors de mon rôle et qu'une personne dont c'est le rôle n'est pas d'accord avec la décision, que peut-on faire? Recommanderiez-vous de faire une sollicitation d'avis pour susciter le débat? Et donc, en cours, existe-t-il des situations où un rôle est légitimement court-circuité? Alors, ça, quand la question, elle montre que, bon, mais c'est normal, hein, j'ai été assez court. La question montre que la notion de rôle n'est pas encore intégrée. Un rôle ne donne pas d'exclusivité. Ce n'est pas parce que j'ai une boulangerie au coin de la rue, là, en bas de chez moi, que je dois aller chez ce boulanger. Non, je peux très bien aller dans une autre boulangerie et je suis même pas obligé. Ce n'est pas parce qu'il y a des boulangeries qui existent que je suis obligé d'acheter mon pain à la boulangerie. Je peux très bien le faire moi-même. Donc, le concept de rôle n'est pas une propriété gardée. Il n'y a pas d'exclusivité du tout. Donc, il n'y a pas la notion de rôle court-circuité, ça ne veut rien dire en fait. Et dans ce que je vous raconte, hein, mais effectivement, en fait, il y a d'autres dimensions. Je vais essayer d'y aller tranquillement. Donc, lorsqu'il y a une offre de service sur une boulangerie, vous avez compris, c'est ce qui est dans la vitrine de la boulangerie. Ça ne veut pas dire que je suis obligé, que c'est le seul endroit où je peux acheter mon pain. En tout cas, dans la ville autour de chez moi et dans les pays développés. Ça, c'est un. Deux, il y a dans les nudges les mécanismes que j'ai évoqués tout à l'heure, quand j'ai parlé d'attentes implicites qui ne font pas de poids. Il y en a un qui permet en fait à tout à chacun de prendre des initiatives, y compris en dehors de ses rôles. Donc, je peux prendre des initiatives, y compris en dehors de mes rôles. Voilà, c'est une permission qui est donnée. Voilà, ça c'est le deuxième levier pour bien qu'on se comprenne. Et par exemple, moi, je prends beaucoup d'initiatives individuelles. Alors, c'est sûr que effectivement, je peux faire mon pain. Donc, cette métaphore, elle marche vraiment bien. Je peux faire mon pain. Je suis autorisé à faire du pain. Rien qui m'interdit dans les lois. Et pour autant, même si je faisais du pain, assez rapidement, je vais retourner à la boulangerie. Donc, ce n'est pas parce que j'ai la possibilité de faire des actions individuelles en dehors de mes rôles que je vais le faire. Parce qu'en fait, si vraiment je suis focusé sur la création de valeur, je vais plutôt m'arranger à me retrouver dans des rôles qui correspondent à mes talents. Donc, je vais créer de la valeur dans mes rôles. Donc, je n'ai aucune raison de ne pas m'appuyer sur les autres rôles
et perdre de l'énergie à faire ce que les autres vont faire parce qu'ils sont meilleurs que moi pour le faire. C'est pour ça qu'ils sont dans les rôles. Hein, vous voyez là. Alors ça c'est pas toujours vrai au début, mais c'est la tendance en fait. J'essaie de comprendre la tendance. Donc les questions qu'on se pose dans le modèle conventionnel, elles n'ont plus vraiment de sens dans le modèle constitutionnel. La troisième chose que je vais ajouter, c'est qu'en fait, rien n'est interdit en holacratie, sauf ce qui est explicitement interdit. Et là, on rentre dans la notion de chasse gardée, avec la notion de domaine. Donc là, on rentre un peu dans les subtilités du truc. Donc, un rôle, il y a trois. Pour définir un rôle, une entreprise, en holacratie, il y a trois composants. Il y a la raison d'être, je crois que je l'ai évoqué rapidement. Il y a la question de l'offre de service qu'on appelle techniquement redevabilité, mais on s'en fiche. La notion d'offre de service, qui sont les propositions de valeur, qui n'ont rien à voir avec la fiche de poste de ce que fait le rôle. On se fiche de savoir que le boulanger se lève à 3 heures du matin. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a dans la vitrine, l'offre de service du boulanger. Ça, c'est le deuxième élément. Et le troisième élément, c'est ce qu'on appelle le domaine. C'est une chasse gardée. Donc, il peut y avoir, pour certains rôles, une délégation de chasse gardée. De façon générale, il y a très peu de rôles qui ont des chasses gardées. Je dirais que 95% des rôles n'ont pas de chasse gardée. Parce qu'à chaque fois que vous créez des chasses gardées, ça complique, ça rigidifie le système. On a tous envie d'avoir des systèmes qui soient ouverts. Une galaxie neuronale ouverte, avec plein de possibles, création de fossés. À chaque fois que vous mettez une chasse gardée, vous figez quelque chose. Et pourtant, parfois, pour certains sujets, il y a besoin d'avoir des chasses gardées. Par exemple, pour certains actifs, délégation de certains actifs de l'entreprise, ou bien un processus particulier. C'est vrai que si vous avez un processus de recrutement, ça serait quand même pas mal qu'il y ait une personne qui soit en charge de faire évoluer le processus et qui soit le détenteur ou le point de passage obligé pour toute évolution du processus. Ça serait… Et puis, il y a des sujets, le compte en banque, par exemple, d'une entreprise. Bon, si tout le monde peut accéder et jouer avec le compte en banque d'entreprise, ça va faire des ordres. Ou le site web, si tout le monde peut toucher au site web, peut-être que la charte graphique et l'identité visuelle va être mise à mal. Ou les prix. Si tout le monde peut faire des prix différents à des clients différents pour le même service, ça va faire des ordres assez rapidement. Dans certaines activités, en tout cas celles que je connais, ça ferait rapidement des ordres. Vous avez intérêt à contrôler, réguler la notion des tarifications. Alors, pour contrôler et réguler les tarifications, vous avez plusieurs outils en holacratie pour le faire. Un de ces outils, ça serait le domaine, et de créer un rôle qui sera en charge justement de définir les prix, un rôle pricing ou tarification, et qui aurait un domaine qui est la liste des prix. Et donc, à partir du moment où il y a un domaine liste des prix, ça veut dire, comme message qui est envoyé de façon explicite à l'ensemble des autres rôles de l'entreprise, c'est attention, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, sauf modifier les prix, sans en référer au rôle qui a la chasse gardée des prix. Et là, on est sur la question de… Voilà, juste j'apporte… je ne réponds pas directement à la question parce que la question telle qu'elle est posée, je la comprends bien dans un paradigme, mais moi, je vous parle d'un autre paradigme et que cet autre paradigme, je vous donne les leviers pour que vous compreniez que les problèmes ne se posent pas de la même manière. Donc, ce qui était un problème dans le modèle conventionnel ne l'est plus en réalité dans ce modèle constitutionnel. Merci beaucoup pour cette réponse, Bernard-Marie. Alors, Pierre, du coup, je vais me permettre de cocher les deux questions. Du coup, comme le deuxième, c'était en plus court. Sentez-vous libre de naturellement reposer les questions si vous avez besoin. Alors, une autre question. C'est quoi la différence entre holacratie et entreprise libérée? Différence, comment dire tout ça, on va dire que tout ça s'inscrit comme, alors on parle d'entreprise libérée parce qu'on est en France, mais on pourrait parler d'entreprise opale aussi si on se réfère au bouquin de Laloux. Entreprise libérée, moi je pense Gates, même si ce n'est pas lui qui a créé le mot, mais c'est quand même lui qui a mis l'emphase là-dessus, un mouvement entreprise libérée sur la base d'idées collectées dans un livre qui lui, en tant qu'enseignant, il a récupéré chez pas mal de clients. Ou Laloux, en tant que consultant, qui a fait la même chose avec un autre livre qui s'appelle Reinventing Organization. Donc ça, c'est des modèles de pensée, en fait. Des mouvements de pensée, entreprise libérée ou Teal Organization ou organisation opale. On est d'accord sur des courants de pensée. Holacratie, c'est une boîte à outils. Donc, ce n'est pas la même chose du tout. D'un côté, vous avez des pensées dans un bouquin, de l'autre côté, vous avez un outil. Donc, c'est bien des objets différents. Et en même temps, ces deux objets sont dans un mouvement global plus large, qui est un mouvement inévitable, qui existe déjà depuis un bout de temps. On a repéré des entreprises qui sont déjà libérées depuis 1950, donc et il y en a probablement plus anciennes. Mais disons qu'il y a un mouvement qui s'est augmenté. Alors, vous l'appelez entreprise libérée, vous l'appelez organisation opale,
vous l'appelez réinvention des entreprises, vous l'appelez comme vous voulez, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le modèle conventionnel qui a été créé à l'époque par Taylor et Fayol et Taylor Hayford, donc il y a plus d'un siècle, sur laquelle toutes nos applications, je vois qu'il y a une question sur les budgets, les balance scorecards, la supply chain, enfin toutes les applications qu'on utilise, le contrat de travail et le droit du travail, donc tout ce que je viens de dire sont des applications de ce modèle de l'époque. Et les problèmes de communication inhérents aussi, qui sont des conséquences de design, qui sont des conséquences naturelles du design des organisations conventionnelles, plus les questions qu'on a vues avant, qui sont des conséquences du design du modèle organisationnel conventionnel, qui a évolué. Je ne dis pas qu'il n'a pas évolué, mais globalement, il n'a pas évolué de façon rupturiste. On a encore des liens de subordination, comme je viens d'indiquer, que tous ceux qui ont un contrat de travail connaissent bien. Donc voilà, entreprise libérée, tout ça dépend de ce que vous mettez derrière. C'est un mouvement, ça fait partie d'un mouvement plus général qui est en gros de faire évoluer un modèle qui a atteint ses limites dans la plupart des cas, dont tout le monde s'accorde à le dire. Et puis après, une fois qu'on a dit ça, c'est bien, mais par quoi on le remplace? Alors, le bouquin de Gates, il est bien, mais si j'ai que le bouquin de Gates pour réinventer mon organisation, c'est un peu léger. Même s'il y a des dirigeants complètement inconscients, naïfs, qui ont décidé de libérer en annonçant leur comité de direction, leur COMEX, que maintenant, ils pouvaient libérer l'entreprise après avoir vu Le Bonheur au travail sur Arte. Et ce n'est pas fake ce que je raconte, c'est vrai. Ce n'est pas arrivé qu'une fois, ça arrive plusieurs fois avec beaucoup de dégâts derrière. Mais en fait, c'est la preuve par A plus B qu'il y a besoin d'un cadre, il y a besoin d'une technologie managériale. On ne peut pas jeter à la poubelle une technologie managériale sans la remplacer par une autre. Voilà, donc cette recherche, dans le cadre de cette recherche, il y a des mouvements type entreprise libérée, type organe NAPAL, et il y a des outils. Et puis, il y a un concept que nous on pousse, qui est le management constitutionnel. Et personne n'a raison dans toute cette histoire. Tout le monde est en train d'apprendre. Voilà. Et donc, on est dans cette phase de recherche, bon, qui est quand même annoncée et puis qui tourne maintenant. Hein. Enfin, en ce qui nous concerne, on a accompagné près d'une centaine d'entreprises. Donc, on ne peut pas dire non plus qu'on soit dans l'utopie, puisqu'elle tourne. Elle tourne depuis plusieurs années, hein, certaines de 7 ans, 8 ans. Et elles ont eu des bénéfices. Donc, il y a des trucs qui marchent. Mais on est encore dans cette phase d'apprentissage vers un ou plusieurs modèles. Il y aura probablement plusieurs modèles qui vont s'installer. Je pense que l'Holacracy va en être un, ou en est déjà un. Et je peux me tromper. Merci beaucoup. Merci à la personne qui a posé donc, cette question. Nouvelle question donc, de la part de Jacques, une fois de plus. Comment on fait pour mouiller tout le monde dans cette démarche pour y aller? Ça, c'est important. Le paradoxe, c'est qu'effectivement, d'un point de vue légal, hein, je parle parce qu'on n'est pas dans du hors-sol, ce n'est pas des processus d'intelligence collective qui viennent se juxtaposer à une structure de pouvoir. Là, quand on parle de Holacracy, on parle de structure de pouvoir, de remplacement ou d'altération de la structure de pouvoir. Donc, qui dit structure de pouvoir dit statut, donc statut juridique. Donc, la démarche, elle part de ces statuts juridiques et donc on pourrait s'arrêter légalement à convaincre des mandataires sociaux qui décideraient du jour au lendemain d'adopter, de changer de régime, comme un roi qui viendrait s'assujettir cette fois, passer d'un régime qui était son régime, avec le fait du roi, le fait du prince en permanence, à un régime constitutionnel. Là, c'est la même chose. Donc, ceux qui ont le pouvoir pour le faire, les ratifieurs, ce qu'on appelle les ratifieurs, mais en tout cas les mandataires sociaux qui ont le pouvoir légal pour le faire, pourraient adopter la Constitution et embarquer tout le monde, les autres étant salariés, ils ont un lien de subordination. Bon, on sait tous que ça ne marcherait pas, mais légalement, il faut quand même reconnaître que, donc on voit bien qu'il y a un hiatus entre le légal et puis ce qui marche, mais bon, ça c'est autre chose. Donc, il n'y a pas une façon de faire. Il y a celle qu'on fait aujourd'hui qui est différente d'il y a un an, qui était différente d'il y a 2 ans, etc. Parce que nous, on apprend par expérience. Hein, on est des praticiens-chercheurs, on n'est pas des consultants ou des coachs, on est praticiens-chercheurs. On a un institut de recherche qui a largement contribué au développement de l'Holacracy et du management constitutionnel de façon générale. On est en ce moment, et je vous dirai autre chose dans un an, parce qu'on ne prétend pas avoir la vérité, mais ce qui marche bien, c'est effectivement d'abord de mettre en mouvement le dirigeant. Comprendre que dans un projet de transformation, on n'accompagne pas une organisation. Ça, c'est une illusion, ça ne marche pas. Une organisation, ce n'est pas palpable. On ne peut pas l'accompagner. Pas vrai. On accompagne des personnes. Mais dans les personnes, ils ne sont pas tous pareils. Ce n'est pas du tout la même problématique pour un dirigeant que ce voyage de transformation, que pour un manager, que pour un collaborateur. Et puis, bien sûr, je suis bien conscient que je réduis. Enfin, entre une organisation et ce que je viens de dire, déjà, on est passé de 1 à 3, c'est déjà mieux. Et effectivement, après, il y a dirigeants et dirigeants. Il peut y avoir plusieurs dirigeants et des personnalités différentes. Pareil pour les managers, pareil pour les collaborateurs. Mais déjà, pour être un peu plus concret et sérieux,
on accompagne des dirigeants, on accompagne des managers, on accompagne des collaborateurs. Et pour éventuellement, on peut accompagner des coachs, mais je vais rester centré là-dessus. On n'accompagne pas une entreprise, ça ne veut rien dire. Une fois qu'on a compris ça, le voyage pour un dirigeant est différent du voyage pour un manager et différent du voyage pour un collaborateur. Et c'est vrai que le point de départ, c'est le dirigeant. Ce n'est pas illogique. Et tous ceux qui regrettent ça, moi, je leur recommande de créer des entreprises, comme ça, ils seront dirigeants. Et donc, accompagner le dirigeant. Et dans cet accompagnement de dirigeant, il y a plein de choses à voir. Et un des points essentiels, c'est la raison d'être du changement. La raison de l'entreprise, bien sûr, mais la raison d'être du changement. Ça, c'est vraiment essentiel. Et puis, par rapport à là où il en est et l'énergie qu'il a, de voir, la deuxième étape, ça va être de mettre en mouvement, donc ça va le mettre en mouvement lui, mais de mettre en mouvement son équipe managériale, son management. Ça, c'est la deuxième étape. Et c'est un peu plus, voilà, mettre en mouvement le management pour expliquer, pour qu'ils vivent l'expérience, etc., etc. Et puis ensuite, ça ne suffirait pas, en tout cas de notre point de vue, c'est une recommandation, pour qu'une entreprise adopte un nouveau système managérial constitutionnel comme Holacracy. Donc, faut aller plus loin. En tout cas, notre recommandation, c'est d'aller plus loin. Et puis, voilà. Et c'est ce qu'on dit clairement aux clients. Une fois qu'ils ont compris les arguments, ils suivent parce que c'est du bon sens. Il est nécessaire de communiquer avec l'ensemble des collaborateurs, mais ça ne suffit pas. Communiquer, faire un one-man show sur une estrade, ça ne suffit pas. Non. Il est nécessaire d'impliquer les collaborateurs. Pourquoi? Parce que le facteur clé de succès derrière, c'est très pragmatique, ce n'est pas idéalistique ce que je dis. C'est que le facteur clé de succès derrière, c'est que c'est les collaborateurs qui vont s'emparer ou pas de l'outil. Donc, si on part de ce principe-là, il est évident qu'il est nécessaire, en amont d'une décision, non seulement d'informer les collaborateurs, mais leur donner suffisamment de contenu sur le sujet. Et ça, c'est chaud. Parce qu'ils n'ont pas de culture managériale et que Holacracy est un outil managérial. Vous voyez le truc, hein, c'est pour ça que ce n'est pas du tout la même chose. C'est bien plus compliqué d'expliquer aux collaborateurs qu'à des managers. Bien plus compliqué. Donc, donner en amont aux collaborateurs suffisamment de matière pour que chaque collaborateur puisse se forger une opinion sur un certain nombre de questions dont les réponses sont récoltées, en tout cas par nos soins, de façon anonyme et synthétisées pour instruire la décision d'y aller ou pas au niveau de la direction, du management, etc. Et parmi ces questions, c'est est-ce que tu vois une raison? Est-ce que pour toi, maintenant que tu as à peu près compris, donc il y a une pédagogie en amont qui n'est pas simple, mais est-ce que, compte tenu de ce que tu as compris de ce que c'était que cet outil Holacracy, concrètement, là, on est forcément sur du très concret. On a toujours été, mais on a encore du concret, du quotidien, je veux dire, du quotidien du collaborateur. Est-ce que tu penses que Holacracy, c'est bon pour l'entreprise? Et ça suppose aussi qu'on lui explique la raison d'être du changement, pourquoi on change. Donc, s'il pose une autre question, c'est est-ce que la raison d'être du changement, elle est claire pour toi? Mais que ça ne peut pas être le truc mental, habituel, on veut une entreprise agile, qui sache s'adapter, on veut responsabiliser, tout ça, ce n'est pas suffisant. Ça, c'est du mental. Il faut aller un peu plus loin. C'est le travail qu'on fait en amont avec le dirigeant pour que ça parle. Parce que les gens, ils savent détecter quand c'est vrai ou quand ce n'est pas vrai. Quand c'est du livresque, quand c'est sorti du bouquin de la Loup, je ne sais pas qui, ou si c'est du vrai, propre, du tripal. Donc, supposons qu'ils aient compris ce tripal et qu'en plus, ils aient eu le droit à, selon une certaine pédagogie, à avoir suffisamment de matière sur le sujet, alors ils peuvent donner une opinion sur oui ou non, cet outil-là, il peut vraiment nous aider à aller vers le changement qu'on a compris. C'est la première question. La deuxième question, c'est est-ce qu'à titre personnel, cet outil-là, est-ce que c'est un outil qui va te permettre de créer plus de valeur? Oui ou non? Bon, il y en a d'autres questions, mais ça, c'est les deux questions essentielles. Et nous, on recommande de faire ce travail, de donner suffisamment de biscuits dans le quotidien, du concret quotidien, du quotidien de tous les collaborateurs. Et on a développé des façons de faire pour ça depuis des années, pour qu'ils puissent répondre à ces questions en connaissance de cause et qu'après, bien sûr, l'ensemble de ces réponses soient consolidées pour venir informer et instruire un niveau de décision pour embarquer l'ensemble de l'entreprise. Voilà. Merci beaucoup, Bernard-Marie, pour cette réponse. Alors, prochaine question. Comment gère-t-on les budgets en Holacracy? Holacracy ne dit absolument rien sur les budgets, comme Holacracy ne dit absolument rien sur les payes, etc. Holacracy, c'est un outil, ce n'est pas un dogme, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une approche. Il n'y a aucun dogme, on n'est pas dans de l'abstrait. Si vous avez des budgets dans votre entreprise et que vous voulez adopter Holacracy, on va rentrer dans la façon dont ce que vous faites avec les budgets, parce que budget, c'est un mot.
et par expérience, pour bien connaître le sujet, il n'y a pas une façon d'établir et de gérer, où il n'y a pas une signification unique quand on met le beau budget sur les processus qui sont utilisés dans les entreprises, soit pour les élaborer, soit pour y relier les autorisations pour contracter et dépenser. Donc en fait, la dernière entreprise qu'on a accompagnée là récemment, dans cette préparation au lancement, on a regardé l'ensemble des processus financiers, pas que les budgets, on a regardé tout simplement quelle était la chaîne et l'articulation en matière d'autorisation de dépenses et d'autorisation pour contracter. On est parti du board, on est parti des statuts toujours. On ne peut pas partir d'ailleurs que des statuts, on est bien d'accord. Et puis, on a décliné, on a regardé comment ils faisaient, on a renvoyé le miroir. En général, ils se rendent compte que ce n'est pas aussi clair que ça, c'est 95% des entreprises. Et parce que nous, derrière, il faut qu'on le rende explicite. Tout est basé sur le fait que ce soit rendu explicite. C'est constitutionnel. Donc, il faut que ça soit explicite. Pas bureaucratique, explicite. Le minimum suffisant. Et donc, voilà. Donc, c'est notre quotidien, entreprise par entreprise, on va encoder, ce qu'on appelle encoder, vos processus d'autorisation de dépenses. Alors, si vous avez des budgets, vous avez des budgets. Mais les budgets ne règlent pas tout, parce qu'il y a la question d'investissement par rapport aux charges. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais et puis ce qui est vrai de manière générale pour l'ensemble des processus financiers, aussi vrai pour l'ensemble des processus RH, parce que la CRACI ne dit rien sur le processus RH. C'est normal qu'ils ne disent rien, puisque chaque entreprise est unique. Donc là, on est sur des macro-règles. La Constitution, c'est des macro-règles avec 5 chapitres qui décrivent quoi? Qu'est-ce que c'est que la Constitution? Parce que c'est la même Constitution qui est appliquée chez Zappos, qui est appliquée, c'est la centaine de clients qu'on a accompagnés, petites entreprises ou grandes entreprises, ou associations, ou écoles alternatives ou pas alternatives, restaurants, magasins, etc. Cette constitution, c'est juste 5 chapitres, c'est pas très gros comme livre, si Louis, tu peux le mettre dans le chat. C'est 5 chapitres. Donc, le premier chapitre décrit tout ce que j'ai raconté, tout ce qui a trait au rôle et au contrôle qui sont délégués aux personnes qui sont affectées à des rôles. Le deuxième chapitre est centré sur le cercle. Et puis, il y a des rôles structurels dans les cercles. Je ne vais pas rentrer dans les détails là. Enfin, ce n'est pas des détails, mais je ne peux pas non plus rentrer trop là-dedans parce que c'est maintenant. Le troisième chapitre est centré sur la gouvernance. On en a parlé, vous vous rappelez, avec l'histoire du poteau au milieu. Le quatrième chapitre est consacré aux règles de coopération. Il y a des règles de coopération entre les acteurs et les rôles. Et puis, le cinquième chapitre est consacré à la façon l'ancrage, c'est-à-dire la façon de démarrer en partant justement du cercle d'ancrage et en faisant le lien avec les statuts et définissant la raison d'être de l'entreprise. Voilà, c'est ça la Constitution. Ça ne dit rien sur la façon dont vous payez, ça ne dit rien sur la façon dont vous recrutez, ça ne dit rien sur la façon dont vous faites ou pas des budgets. Il n'y a pas forcément, le budget n'est pas là. Il y a d'autres façons de faire. On peut très bien contrôler, y compris dans des grosses entreprises, les dépenses autrement que par des budgets, mais si vous avez une application budgétaire, il n'y a pas de problème. Ni votre supply chain, en fait. Donc, tous vos processus, votre façon de fonctionner va être encodée, c'est-à-dire traduite sous forme de rôle et de politique, je ne vais pas rentrer dans les détails, et de cercle, etc., à partir de vos processus opérationnels, bien sûr. Opérationnels et stratégiques d'ailleurs. Mais il n'y a aucune entreprise qui ressemble à une autre. Donc, c'est une boîte à outils utilisable et utilisée par des milliers d'entreprises différentes. Et comme elles sont toutes singulièrement différentes, eh bien, évidemment, c'est normal qu'elles ne traduisent pas elles ne se fichent pas sur une ou deux façons de gérer des budgets, une ou deux façons de recruter, etc. Merci pour cela. Alors justement, il y avait une question. Quel changement y a-t-il pour la RH avec la CRACI? Est-ce que tu veux y répondre dans la foulée? C'est certainement un des sujets sur lesquels il y a de plus gros changements, même si vous n'êtes pas obligé de les faire, mais c'est inéluctable parce qu'on change tellement la façon de penser de tout à chacun. C'est un sujet passionnant. Enfin, toutes les questions là sont passionnantes. Pour faire court, déjà le simple fait de rendre, pour démarrer en holacratie ou en management constitutionnel, il y a besoin de mettre de la clarté sur les processus. Alors, des choses qui pouvaient ne pas être claires, c'est-à-dire à peu près tout, maintenant sont nécessairement à clarifier pour pouvoir être encodées. Quand on fait cet exercice d'encodage, avant même de lancer, ça c'est vraiment important, c'est vraiment important de passer du temps avant de lancer, si on va aller vite, eh bien, on va se poser des questions. Comment marche ton processus de licenciement dans ton entreprise? Je pose celui-là parce qu'il me fait toujours rire, parce que
même des entreprises réputées très humaines, en fait, il n'est pas clair. Ce qui est quand même étonnant comme paradoxe. Mais les gens, c'est pas méchant, mais c'est étonnant comme paradoxe de dire à la fois que mon entreprise est hyper humaine et qu'il y a plein de valeurs et en même temps de ne pas avoir un processus extrêmement clair qui définisse les critères selon lesquels tu peux être viré par l'entreprise. Mais il y a un paradoxe qu'on ne voyait pas avant, mais qui devient insupportable quand on le voit. Est-ce que le cas que je viens de prendre, il est assez fréquent? Mais c'est vrai aussi pour les processus d'évaluation qui sont très souvent très connectés, trop connectés aux augmentations de salaire. Et donc, on ne parle plus vraiment d'évaluation puisqu'on mélange les choses. On ne peut pas avoir deux maîtres en même temps. Je vous fais sentir sur 2 cas, mais il y en a plein d'autres, que lorsqu'on a cette discussion avec les personnes impliquées qui connaissent les processus RH, assez rapidement, on se rend compte qu'il y a des des progrès à faire énormes. Et donc, on va encoder ce qui est la réalité et assez rapidement, ça va créer des tensions avec les personnes avec qui on a travaillé parce qu'elles prennent conscience, il n'y a rien de nouveau, mais elles prennent conscience de ce qu'elles ne voyaient pas, des angles morts en fait, sur plein de processus, notamment RH, mais ce n'est pas vrai que là, qui vont leur donner de la matière, qui vont leur donner à tenir, si elles le souhaitent, des tensions, donc de l'énergie, qu'à partir de cette énergie, indépendamment de l'holacratie, elles vont pouvoir profiter de l'holacratie une fois que l'holacratie est lancée, pour opérer des changements pour améliorer les choses, vers plus de justice organisationnelle, par exemple. Voilà comment ça se passe. Je ne connais pas une entreprise qu'on a accompagnée dans laquelle quasiment tous les processus RH, et qu'une question de temps, sont revisités. Et c'est ça de revisiter. Ça ne veut pas dire que les gens vont être plus payés, ça n'a rien à voir. Sarah, là, je vais donner l'exemple de Sarah, elle n'a pas eu besoin d'être plus payée pour être plus responsable. Il ne faut pas tout mélanger. Voilà, juste pour alimenter ce sujet, j'ai vraiment conscience d'avoir effleuré le sujet. J'ai 10 millions de trucs de plus à dire. Mais il faudrait qu'on ait un échange pour que je précise et que je focalise. Merci bien. Une petite question du coup de Gilles. Dans ces organisations organiques, comment se transforme le manager? Quels pourraient être les rôles vers lesquels il pourrait évoluer? Bon, du coup, là, c'est vraiment. Du coup, je vais raconter une autre histoire plutôt que de répondre de manière générale. J'ai Fabien, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans mes icônes, j'ai Fabien. Fabien, c'est le directeur d'un magasin. Magasin 35 salariés. Magasin dont il n'est pas le propriétaire, donc il reporte à un groupe, on va dire, une centrale d'achat. Et donc, il est occupé à 100% de son temps. Oui, dirigeant de magasin, ça vous occupe un homme à temps plein. Du moins, le croyait-il. Et donc, quand nous, on l'accompagne, on lui demande qu'est-ce qu'il fait toutes ces journées. Il nous explique qu'il fait 3 fois le tour du magasin. C'est un gros magasin, 7000 m². Donc, quand il fait le tour, comme il est le manager et que tout le monde joue à ça, manager, les gens viennent le voir. Pas forcément parce qu'ils ont des sujets. Je vous la fais courte, mais pour vous donner le goût. Vous allez me trouver provoque, mais tout ce que je dis est vrai. Les gens venaient le voir, non pas parce qu'il y avait des sujets, mais parce qu'il était le manager et qu'il passait. Parce qu'il faut cette proximité de contact, pour des raisons que j'ai déjà évoquées. Et donc, en fait, le fait qu'il se déplace, il occupait son temps et il occupait le temps des autres. Est-ce que ça apportait de la valeur ajoutée? Parce que le seul truc intéressant, c'est pas le manager, c'est pas les collaborateurs. Le seul truc intéressant, là, je me place dans une posture entreprise, c'est que l'entreprise génère plus de valeur. Valeur plurielle, je ne suis pas que d'argent. Et du coup, est-ce que ça contribuait, le fait qu'il fasse le tour du magasin, est-ce que ça contribuait, qu'il justifiait parce qu'il était responsable pénal sur la sécurité? On peut justifier ce qu'on veut dans la vie, comme s'il allait pouvoir faire quelque chose sur son tour. Je dis ça avec beaucoup de sympathie parce qu'on en a rigolé ensemble. Et qui occupait plein de gens qui allaient le voir pour créer aucune valeur supplémentaire et pour pas plus s'occuper des clients, puisqu'en fait, ils délaissaient leurs clients pour aller discuter avec le chef. Bon, bref, je vous la fais très courte pour vous donner le goût parce que ça mériterait d'aller plus loin. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va challenger avec bienveillance, on va demander à un manager qu'est-ce qu'il fait. Et dans ce qu'il fait, on va tout décoder, distiller, ce processus de distillation dans notre jargon. Et il va se rendre compte qu'il y a plein de trucs qui servent à rien maintenant que l'outil management est vraiment cadré, parce qu'en fait, la Constitution définit, rend explicite les fonctions managériales et propose un premier niveau de distribution qui peut être qui est évolutif, à constitution constante. Premier niveau de distribution des fonctions managériales entre le leader du cercle, un leader de cercle, qui est probablement l'ancien manager, et les rôles, et des processus, triage, gouvernance, et d'autres rôles comme facilitateur, secrétaire, secondien. Donc, c'est vraiment, j'aurais pu présenter la classique comme ça en disant c'est un outil qui rend explicite les fonctions managériales. Et tous les managers qui m'écoutent, enfin quelque chose de clair. Et qui, du coup, maintenant qu'elles sont explicites, peut commencer à distribuer ces fonctions managériales, sans pour autant les annuler parce qu'elles sont nécessaires, ces fonctions managériales. Et
Et du coup, pour faire court, en travaillant avec ça sur Fabien, il a libéré 70% de son temps. En 3 mois, hein, pas en des années. En 3 mois, il était occupé en tant que manager. Il se racontait ça 100% de son temps. Il a libéré 70% de son temps. Et du coup, il a eu peur. Il a dit, mais qu'est-ce que je vais faire à 70% restant? Alors là, assez simple, ça nous a pris 3 secondes. Je lui ai dit, mais avant d'être manager, tu faisais quoi et tu étais bon dans quoi? Parce qu'en général, les gens qui sont managers, c'est parce qu'ils étaient bons dans quelque chose qu'ils sont passés managers. Donc, c'est assez simple la question, ça marche tout le temps. Qu'est-ce que tu faisais avant? Et là, je le vois avec les lumières qui reviennent à l'étage et puis qui me disent, ah, j'étais vendeur, j'étais un super vendeur et c'est pour ça que je suis devenu manager. Et d'ailleurs, il ne vendait plus. Et, sauf pour serrer la main des clients qui avaient acheté une grosse cuisine ou je ne sais pas quoi. Mais le truc était fait. Et j'ai vu à ces lumières que, en fait, comme je dis toujours, ce n'est pas parce qu'on est manager qu'on a appris d'avoir des talents. Donc là, la réponse courte, c'est quels sont les talents d'un manager ou de la personne qui est aussi manager. Parce que maintenant, elle est libérée 70% de son temps. Ça peut être plus. Hein. Là, c'est parce qu'on n'est pas allé plus loin. Mais… Et du coup, ben, comme elle est payée à temps plein, comment l'entreprise peut créer plus de valeur? Ben, c'est simple. En identifiant quels sont les talents, donc la valeur que peut créer la personne, et en la mettant dans ce rôle-là. Donc, c'est ce qu'il a fait. Il a remis l'uniforme et il est allé vendre, comme c'était le meilleur vendeur. Et dans les équipes de vente, il n'était même pas leader de cercle. Il avait le rôle de vente. Et il avait une banane pas possible, parce qu'en fait, ça s'est démontré par des études psychologiques d'Deci Ryan, que Isaac Getz reprend assez souvent, mais qui viennent de Deci Ryan, qui prouvent que là où vous êtes vraiment créatif, c'est quand vous êtes sur votre propre ouvrage, dans vos zones de talent. Pas quand vous managez les personnes, c'est pas vrai. Mais quand vous êtes dans votre propre zone de talent. Et vous savez, le truc, quand vous êtes dirigeant et que vous oubliez ça, puis qu'il y a une fusion, vous vous retrouvez sur le carreau, vous passez un bilan de compétences pour on vous rappelle gentiment que vous avez des talents vous aussi, et qu'avec ces talents, vous pourriez très bien monter votre cabinet, votre plaque, votre petit artisanat, même si vous étiez dirigeant dans un grand groupe. Merci pour cette réponse des plus complètes, Bien-Marie. Et on va faire une dernière question, puisqu'on arrive bientôt à la fin du temps. Et du coup, une dernière question de Jacques. Comment on met en place ces outils que vous avez montrés? Il y a une démarche? Est-ce qu'il y a une démarche? Il y en a probablement des milliers. Nous, on a une démarche, c'est quand même chose de manière très empirique. Enfin, ça fait 10 ans qu'on fait ça. Nous, on fait que ça, hein, à temps plein, dans AGI depuis 10 ans, avec une centaine d'entreprises. Donc, effectivement, on a appris, on a beaucoup appris et il nous reste encore énormément de choses à apprendre. Et donc, on a une démarche qu'on a fait évoluer au gré de nos clients, etc. etc. Mais pour donner quelques éléments de ce qui me paraît structurant dans cette démarche, ça prend un dirigeant, ça ne peut pas partir ailleurs. Ou alors vous avez des risques, enfin, ce n'est pas pérenne, comme l'exemple que l'on a vu tout à l'heure. Un exemple que j'ai donné sur l'entreprise qui a arrêté, c'est Castorama, en l'occurrence, des vidéos, donc c'est public. Si c'est pour détruire après, parce qu'il y avait un nouveau chef qui arrive et qui ne s'appelait pas, enfin, nous, ça nous intéresse moyennement. Du coup, donc ça prend un dirigeant et un parcours dirigeant, ça prend une raison de… Mais un dirigeant qui ne résiste, qui ne part pas sur un effet de mode parce que ça fait bien et qu'un dirigeant qui ne pourrait pas annoncer qu'il a libéré son entreprise, il ferait quand même Charlot, non, un truc un peu plus sérieux, du genre qui a une vraie raison d'être. Pareil, je vais prendre un exemple concret. Une entreprise qu'on a accompagnée il n'y a pas très longtemps. J'ai combien de temps, Louis, parce que je ne voudrais pas partir trop loin? Oui, il reste encore 5-6 minutes. D'accord. Une entreprise qu'on a accompagnée il n'y a pas très longtemps, en fait, ils nous ont dit oui, nous, on veut passer en holacratie parce qu'on veut une entreprise qui soit agile, qui puisse s'adapter à l'environnement, qui fasse qu'on puisse intégrer la génération Y, Z et puis les lettres que je ne connais plus parce qu'ils ont changé de façon de penser, vous comprenez? Enfin, tout ce qu'on raconte tout le temps, qui est absolument… c'est pas que c'est faux, c'est tellement superficiel que ça en devient creux. Donc, on est parti là-dessus, puis je dis ok, mais pourquoi? Parce que ne partez pas dans un voyage de plusieurs années, hein, ça prend plusieurs années. Je prends par exemple Scarabée Biocop, parce que j'ai fait un point avec eux vendredi. Ils en sont à 6 ans. Ça fait 6 ans qu'ils pratiquent holacratie, ils ne sont pas au bout. Hein, et ils mettent de l'énergie. Donc, ce n'est pas le truc, c'est pas le gadget qu'on met en place en 3 minutes. Hein. Même si assez rapidement, il y a beaucoup d'effets. Donc, pour tenir la distance, il faut avoir une vraie raison tripale qui fasse qu'on tienne la… Donc, je les ai cuisinés là-dessus et assez rapidement, je me suis rendu compte qu'effectivement, ils étaient sur un marché qui nécessitait qu'ils soient en forte croissance, sinon ils perdaient leur âme, c'est-à-dire qu'ils étaient obligés de se revendre. Ils avaient vraiment le souci de rester indépendants. 4 associés. Et ils se sont dit qu'ils se sentaient assez néophytes, enfin disons qu'ils étaient lucides.
ils trouvaient qu'ils n'étaient pas très bons managers, qu'ils étaient un peu des autodidactes du management. On va dire plutôt qu'ils étaient lucides, parce qu'en fait, qui pourrait prétendre l'inverse dans le modèle conventionnel, sachant qu'il n'y a pas vraiment d'outils managériaux. Et c'est un manager qui vous parle, que j'ai fait ça pendant 20 ans. Du coup, en fait, ils ont envisagé une option, c'est de dire on va recruter un cadre, un CEO, pardon, parce que ça fait la mode. On va recruter un CEO, le mec super étoilé. Et puis, on va le recruter. Comme nous, on n'est pas bon, lui, il est forcément bon. Et puis, il va pouvoir nous emmener à cette croissance. Et puis, ils ont exploré cette piste. Ils se sont rendus compte que ça allait tout casser. Ça allait casser ce pourquoi ils avaient créé cette entreprise, casser les relations qu'ils avaient tous les quatre entre eux. Ça allait casser les relations avec les collaborateurs. Et donc, ils se sont dit, mais c'est pas possible, ça va pas le faire. Donc, est-ce qu'il n'y a pas d'autre façon de faire? Et c'est là qu'ils sont tombés sur Holacracy. Et ils avaient fait une réunion plénière avant qu'on intervienne, dans laquelle ils avaient raconté leur stratégie avec les slides PowerPoint que tout le monde sait faire, qui font vibrer personne parce que voilà. Et une fois qu'on les a eu, on les a fait, je les ai fait accoucher de cette raison tripale, et que dans une autre plénière, justement dans les ateliers de concertation avec les collaborateurs, ils ont été amenés à expliquer cette fois de façon tripale et de façon incarnée ce pourquoi ils voulaient le changement, en ajoutant les éléments que je leur avais extirpés ou fait accoucher. Le feedback qu'ils ont eu immédiatement, c'est waouh, pourquoi vous ne nous avez pas dit ça plus tôt? C'était tellement juste, tellement vrai. Donc voilà, c'est ça que j'appelle la raison d'être tripale. Tant que vous n'êtes pas là, c'est même pas la peine d'y aller. Donc, dirigeant, après mise en mouvement du management, parce que si le management n'est pas à fond là-dedans, ben, ça ne va pas le faire. Ça va pas le faire. C'est pas très compliqué à faire, mais bon. Après, mise en mouvement des collaborateurs, ça j'ai un peu raconté. Et puis après, donc tout ça prend un peu de temps et après vous lancez. Et pour lancer, il y a 2-3 prérequis. Il faut qu'il y ait un minimum de gens dans la structure qui sachent de quoi on parle et qui aient pratiqué, qui soient au moins formés vraiment sérieusement, notamment au processus, mais pas que à la pratique de l'Holacracy. Et puis après, probablement l'idéal, c'est qu'ils aient du coaching sur place, le temps de au moins dépasser la première étape qui est le choc de la mécanique. Ça, si c'est bien fait, ça dure quelques semaines, entre 3 et 6 semaines. Et puis après, il y a plusieurs étapes. Bon, voilà, pour vous donner un peu le goût, effectivement, il y a des jalons, il y a des parcours, il y a des étapes. La façon de coacher et d'accompagner en fonction des étapes est assez radicalement différente. Merci beaucoup, Bernard-Marie, pour cette réponse finale à cette dernière question. Voilà, donc on arrive bientôt à la fin du temps qui est alloué. Malheureusement, on n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais sachez que nous organisons donc d'autres webinaires et conférences en ligne. Donc, vous recevrez les informations dans l'email qui suivra à la fin de ce webinaire. Sachez que si vous êtes intéressé pour aller plus loin, vous pouvez suivre un parcours 360 degrés en ligne avec Bernard-Marie pour découvrir donc les outils qu'il a présentés et mettre en place ces outils. Donc, les prochaines dates sont en ligne le 31 août prochain jusqu'au 10 septembre. Donc, ça sera les sessions en ligne. Vous avez également le 12 novembre prochain en présentiel à Genève et puis enfin le 3 décembre à Paris. Voilà. Vous aurez donc plus amples informations dans l'email. Et sachez que si vous êtes intéressé pour transformer votre management sans forcément utiliser Holacracy, que vous êtes en position de management, vous avez plusieurs pistes, dont celle de suivre un parcours de dirigeant avec Bernard-Marie Chiquet. Donc, il s'agit de prendre des séances de coaching à distance sur vos problématiques de management de l'entreprise. Voilà, donc toutes les informations sont vraiment dans le mail de follow-up. Et pour terminer, Bernard-Marie, je te propose de faire comme pour toutes les réunions dans l'Holacracy avec un tour de clôture. Du coup, ta clôture, Bernard-Marie. Ma clôture, j'ai été ravi de cet espace. Je n'ai pas vu le temps passer. J'ai adoré les questions. Et qu'est-ce que je pourrais dire? Pour moi, le management constitutionnel, je dis de type Holacracy parce que c'est la forme la plus aboutie, même s'il y a des angles morts avec Holacracy. Je crois avoir publié pas mal là-dessus. Pour moi, c'est inévitable. Je ne comprends pas. Bon, je dirais c'est parce que je ne comprends pas que je fais ce que je fais, mais je ne comprends pas comment c'est possible de fonctionner encore dans des entreprises sans constitution. Merci beaucoup Bernard-Marie pour ce mot de la fin. Très heureux d'avoir pu organiser ce webinaire. Voilà, merci beaucoup à tous pour votre participation et vos questions. Et puis du coup, impatient de peut-être vous retrouver plus tard en ligne ou qui sait en présentiel.